temps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire. La voix de Daniel Mesguich qui nous lit ces quelques lignes de Marcel Proust. À l'occasion du centenaire de la disparition du romancier, eh bien, le musée d'art et d'histoire du judaïsme a décidé de vous présenter une exposition qui est la première en son genre. Une exposition sur Marcel Proust à travers le prisme de sa judéité. Pour en parler, ce matin, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de la commissaire de l'exposition Isabelle Kahn, qui est également conservatrice générale, honoraire des peintures du musée d'Orsay. Isabelle Kahn, bonjour. Bonjour Léa Moscona. Merci, et je suis ravie de vous recevoir dans l'air du temps. Alors, vous avez intitulé cette exposition « Marcel Proust du côté de la mer ». Le côté de la mer, bien, c'est une famille d'Israélites bourgeoises, totalement intégrée dans la bourgeoisie de l'époque. Et donc, finalement, est-ce que dans cette exposition, vous vous posez la question de quelle manière la famille, et la mère surtout, Jeanne Weil, a-t-elle influencé la formation de la personnalité de Marcel Proust et son œuvre peut-être ? Oui, donc cette exposition aborde la judéité du côté de la mer, donc déjà d'un point de vue alarique, mais pas seulement, c'est la question vraiment de la transmission de toute une culture qui va réapparaître à la fois dans la vie de Marcel Proust, dans ses sociabilités, mais aussi dans son œuvre et dans ses choix esthétiques. Oui, le judaïsme est très présent dans sa vie, alors que lui-même disait ces mots-là: « Si je suis catholique comme mon père et mon frère, ma mère est juive. » Comment vous les comprenez, ces mots ? Là, c'est une lettre qu'il répond à Montesquieu, qui avait fait une attaque antisémite, et il avait été clairement touché en plein cœur. Touché en plein cœur parce que désigné déjà à cette époque par les antisémites comme juifs, on est en pleine affaire Dreyfus. Donc Marcel Proust répond ma mère est juive, et on pourrait aussi l'entendre moi aussi d'une certaine façon, que je suis juif et je suis de ce côté-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que sa part juive va toujours rester quelque chose de l'ordre de l'intime, une culture qui ne va pas étaler en grand public, ni il ne va jamais répondre aux attaques antisémites, par exemple, d'un Drummond dans la libre parole, parce que il aurait eu à dire à ce moment-là qu'il n'était pas juif. Et toute la difficulté, ou disons l'ambiguïté de cette définition de l'identité, c'est que Marcel Proust n'a jamais dit qu'il était juif, et il n'a jamais dit qu'il n'était pas juif. Et pour nous, l'essentiel, c'est de comprendre comment il était juif. C'est ça. Sans l'avoir dit, quand même, il y a des indices qui montrent que le judaïsme est intervenu, l'a influencé, et fortement. Alors, on va revenir à l'exposition pour commencer cette émission. Faites-nous visiter un petit peu l'expo que vous avez conçue au musée d'art et d'histoire du judaïsme. C'est une exposition qui est conçue dans un parcours très dynamique, où on a à la fois deux niveaux d'interprétation. On a le niveau touchant à la vie, le niveau littéral de cette judéité, avec beaucoup d'éléments des archives, des éléments objectifs. Et puis on a une autre dimension qui est la dimension de l'imaginaire, de la projection, de la narration. Et cette dimension nous permet d'avoir beaucoup de très beaux tableaux, de grands tableaux, de grandes scènes qui nous introduisent dans les mondes de Proust. Et qui ponctuent ce parcours avec des chefs-d'œuvre, puisqu'on a eu des prêts tout à fait exceptionnels pour cette exposition. Clairement, il a fréquenté des mondes, à la fois des groupes d'amis du lycée Condorcet, qui étaient une jeunesse juive de l'époque, mais à la fois il a fréquenté des mondes de l'aristocratie carrément antisémites, anti-Dreyfusards aussi. Comment est-ce qu'il composait avec ça? Ça restait très discret dans ses réactions.
Oui, c'est surtout l'ambivalence de sa personnalité qui nous frappe, puisque son amant, Lucien Daudet, était clairement antisémite, appartenait à une famille profondément antisémite. Et Marcel Proust, au moment où il a fallu s'engager, au moment de l'affaire Dreyfus, il fait partie des premiers signataires d'une pétition demandant la révision du procès. Voilà, donc c'est et puis il va se battre en duel, Il se bat aussi en duel parce qu'il a été attaqué, accusé comme homosexuel. Et on découvre un Proust très courageux, pardon. Proust physiquement courageux à ce moment-là, peut-être très en colère aussi. Et ce qui est montré dans l'exposition, parce qu'il en a parlé, c'est ce parallèle entre l'état d'être juif et aussi homosexuel, qui à cette époque, il fait donc vraiment, il fait un parallèle entre ces deux situations qui étaient vécues dans l'opprobre. Ce sont ses propres mots. Il fallait se cacher. Et puis parfois, on se retrouvait, on se réunissait, on se voyait certains signes. Et dans l'exposition, j'ai mis dans cette section une très belle photo de Mapplethorpe représentant un gardénia, qui est la fleur que souvent Marcel Proust arborait à sa boutonnière comme un signe, cette fleur étant une fleur androgyne. Donc on revient aussi à une certaine conception presque la conception des origines, conception mystique aussi autour du Zohar, qui est également évoquée dans l'exposition sur la création de l'homme, la création du monde aussi. Alors, le Zohar, c'est l'acte fondateur de la mystique juive. Est-ce qu'il l'a lu? Est-ce qu'on le sait s'il l'a lu? Est-ce qu'il le connaissait? Alors il existe une petite note dans un cahier de Marcel Proust, cahier numéro 5, où il nous parle du Zohar avant de l'avoir lu. Donc on peut imaginer qu'il a pu le lire. On s'interroge malgré tout, puisque les versions en français sont beaucoup plus tardives, mais il a pu lire une compilation en latin. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va puiser dans cette pensée, cette pensée d'interprétation mystique de la Torah. Il va épuiser une sorte de méthode aussi d'écriture, puisqu'il dit les choses ne sont pas des noms, et les noms sont des pensées. Donc on est dans cette mise à distance de la réalité pour créer une œuvre d'art. C'est très juif finalement, cette façon de voir. C'est en cela qu'on va dire aussi qu'il y a une influence, qu'il y a quelque chose de commun avec l'interprétation des textes. Donc une influence et d'ailleurs vous, dans l'exposition, vous mettez en parallèle ces écrits, c'est ça, et les écrits du Zohar. Oui, c'est la première fois qu'on montre le parallèle entre des transcriptions de la Torah avec les commentaires qui en servent le texte principal. Le parallèle, c'est déjà d'un point de vue physique, concret. C'est-à-dire qu'il y a des commentaires qui sont écrits de chaque côté du texte. Absolument. Et ces fameux placards qui sont la dernière étape avant l'édition, où normalement on aurait juste quelques petits points, virgules, etc. Et là, Marcel Proust, lui, va continuer à additionner. Donc il y a aussi cette démarche d'addition des pensées, d'addition des images qui n'en finit pas et qui sont aussi de l'ordre d'une nouvelle interprétation. Et quand Marcel Proust n'a plus assez de place dans les marges, il va coller ces petits bouts de papier qui sont aujourd'hui connus sous le nom de paperolles et qui se déroulent. Donc on est dans cette pensée mouvante, on est dans cette fluidité. Et là, je trouve qu'il y a vraiment un parallèle aussi dans la conception de l'écriture et aussi de la création et comment est-ce qu'on fait rentrer dans un monde imaginaire, que veut dire la littérature. Alors, vous avez intitulé, je reviens sur le titre de cette expo, Du côté de la mer, parce que ce judaïsme, et puis cet intérêt pour le Zohar, et pour le judaïsme en général, lui vient tout de même de la mer. Pour sa mère, il a eu un amour, comment pourrait-on dire, Isabelle? Un amour démesuré. Oui, un amour fusionnel. C'était une relation fusionnelle avec la mère et la grand-mère, la mère ayant elle-même avec sa propre mère une relation fusionnelle. Donc de cette fusion, de ces gestes d'amour à travers cette relation à la fois visible et invisible pour nous, il passait quelque chose d'extrêmement profond et aussi toute une culture juive. Et c'est grâce aux femmes de la famille Veil que Marcel Proust va commencer à avoir le goût de la littérature, et le goût de ses récits. Donc la mère est omniprésente et d'ailleurs il dit au propos de leur relation, on est reliés, tous les deux, on est reliés par une télégraphie sans fil. Donc elle entretient cette relation. Et elle n'a même pas besoin d'être présente, elle est là. Et
précisément quand Jeanne Proust va mourir, Marcel se met à son grand travail d'écriture, à son grand roman. Et c'est sa mère qui est là, qui est omniprésente, et c'est certainement pour sa mère aussi qu'il commence à écrire. Oui, on dit que elle décède en 1905. On dit que Marcel Proust s'est couché à partir de 1905 pour ne plus jamais se relever, sauf pour sortir quelquefois dans le monde, le monde parce qu'il aimait quand même les mondanités. Mais c'est au lit qu'il a écrit son œuvre. Oui, il s'est retiré. Il s'est retiré. Et moi, j'ai repensé aussi à une phrase de Paul Celan qui est très très belle à propos de la disparition, où il dit « Le monde n'est plus, il faut que je te porte ». Donc quelque part, Marcel Proust a conservé, porté sa mère à l'intérieur de lui, et pour ne pas trop se distraire de cette relation, trop l'interrompre, il s'est concentré dans cet enfermement presque claustrophobique. Oui, claustrophobique. On dit que sa chambre, je crois que c'est Jean Cocteau qui disait que ça ressemblait un peu au Nautilus. Tout était colmaté, il y avait du liège partout. Il fallait pas de bruit, il fallait pas non plus de parfum parce qu'il était asthmatique. Donc il se protégeait beaucoup. Il avait des gants blancs pour éviter de ronger les ongles. Enfin, c'était une personnalité à part. Daniel Halévy, qui l'a connu au lycée Condorcet, le dit que nous étions un groupe de garçons, mais lui, il était autre chose. Il était autre chose. Oui, déjà, il était à côté. Il était à côté. Il avait cette position, et c'est une position aussi de peut-être de pudeur, mais aussi de repli, naturellement. Et puis la maladie a accentué cette nécessité d'être et peut-être isolé. aussi une facilité pour observer. Et retranscrire. Absolument. C'est un observateur. D'ailleurs, ce sont les revus sionistes, après sa mort, qui vont parler les premières de sa judéité en disant que justement, parce qu'il avait cette culture juive, il a pu être un observateur extraordinaire de la société française contemporaine. Oui, il a réinterprété le monde qui l'entourait. Alors, on revient à la famille, parce que la famille, ça n'est pas que Jeanne Weil, sa mère, même si c'est peut-être 90% de son univers, mais c'est aussi son grand-père et son arrière-grand-père. Son arrière-grand-père, c'est Baruch Weil, qui est porcelainier, on peut dire ça comme ça, porcelainier, je sais pas si on peut dire... Oui, tout à fait. Il a hérité d'une fabrique de porcelaine, et puis il a fait bien prospérer. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a aussi fondé non seulement une très grande famille, il s'est marié 2 fois, il a eu 13 enfants, mais également qui a fait fortune. Donc Marcel Proust va aussi vivre... directement par héritage aussi de cette fortune venue à la fois directement du grand-père mais aussi d'un oncle qui était le frère de son grand-père. Mais le lien avec l'arrière-grand-père, si j'ose dire, c'est quand même cette phrase qu'il donne, il n'y a plus personne, pas même moi, puisque je ne puis me lever, qui aille visiter le long de la rue du Repos le petit cimetière juif où mon grand-père, suivant le rite qu'il n'avait jamais compris, allait tous les ans poser un caillou sur la tombe de ses parents. Donc un lien avec son grand-père et avec l'arrière-grand-père tout de même. Absolument, et aussi avec cette précision, le rite qu'il n'a jamais compris. Donc cette famille Weil, très importante, parce que c'est une famille juive moderne, où Baruch Weil a à la fois des responsabilités dans la communauté, puisqu'il est vice-président du premier consistoire de Paris, également président de société de philanthropie. Il va avancer de l'argent pour la construction de la première synagogue de rite ashkénaze à Paris. Et en même temps, on compte dans cette famille des libres penseurs, des francs-maçons. Donc la dimension religieuse a un petit peu disparu. Ils ne sont pas observants, mais on a conservé des traditions. Il y a sûrement des livres aussi qui sont conservés et transmis. Et on sait que Marcel Proust a eu la connaissance de ces livres juifs. On imagine le petit Proust dans la bibliothèque, quand même pouvant consulter tous ces ouvrages. Donc un lien très fort avec cette famille. Et puis revenons à la mère, puisque la mère, Marcel Proust, va la comparer à Esther. Encore un lien avec quand même le judaïsme très fort. Oui, pour Jeanne Weil, Esther était vraiment son ouvrage littéraire, son œuvre littéraire préférée. Et Esther est très importante puisque le nom d'Esther vient de Léastir, qui veut dire caché. Donc c'est aussi l'histoire de l'identité juive révélée, puisqu'elle a caché à Assuérus, au roi de Perse, son mari, qu'elle était juive. Et c'est aussi une histoire de renversement des situations, puisqu'il y a un complot contre les juifs qui est déjoué. Et à la fin, c'est Aman qui est
pendu à la potence qui avait été préparée pour Mardochée. Donc cette histoire est centrale. Marcel Proust la connaissait, il a lu le livre d'Esther. Alors je ne sais pas si c'était à l'occasion des fêtes de Purim, mais bon, en tout cas il en parle et il raconte également qu'au moment de la reprise d'Esther en 1905 de la pièce de Racine, inspirée du récit biblique, et à l'occasion d'une petite représentation familiale donnée chez les Proust, il observe sa mère et qu'il a tout d'un coup la révélation qu'elle incarne Esther elle-même, puisque Jeanne Weil est en train de chantonner des chansons écrites par Reynaldo Hahn, l'amant de Proust, et qui est là, présent aussi à l'occasion de cette petite représentation, et qui joue du piano. Donc on part d'une Esther plutôt flamande, qui est représentée dans un tableau qui a appartenu à Proust et qui est présenté aussi d'une manière tout à fait exceptionnelle dans l'exposition, au visage de Jeanne Weil, devenue Esther elle-même. Mais que voulait-il dire à travers la description de ce visage ? Que c'était des traits juifs, c'est cela ce qu'il voulait dire ? Oui. Donc il renforçait le lien, finalement, parce qu'il ressemblait un peu à sa mère aussi. Absolument. Donc il y a vraiment un lien identitaire extrêmement fort. Alors comment était-il perçu ? Parce que alors, tout cela, c'est de l'ordre de l'intime. Tout ce que vous venez de nous dire, effectivement, c'est la vie intime de Proust. Mais à l'extérieur, c'est vrai qu'il devait composer, mais comment lui était-il perçu à l'époque, Marcel Proust ? Comme un romancier juif, comme un intellectuel juif, ou c'était quelque chose que l'on dissimulait aussi à l'extérieur ? Alors assez tôt, en 1896, il a été désigné comme un auteur juif par Drummond. Ah oui, bien sûr. C'est les antisémites qui le voyaient juif. C'est les antisémites, donc ça c'est aussi un des grands classiques. Oui, bien sûr. Et Sartre aussi a repris cette idée que voilà, les juifs existent parce qu'ils sont désignés comme juifs par les antisémites. Bon, mais de fait, là, le premier écrit, puisqu'on est aussi dans la construction d'une exposition à la recherche de traces, c'est 96 et c'est dans un journal antisémite par Drummond. Il est ensuite, beaucoup plus tard aussi, désigné comme juif ou demi-juif, c'est une expression de l'époque assez curieuse, pour parler de ces écrivains qui concilient plusieurs cultures, et ce sont les revues sionistes des années 20, des années 30, comme Menorah, la revue juive, qui voulait peut-être aussi un peu se l'approprier. Absolument. En disant que cette culture était importante d'un point de vue non pas seulement communautaire, mais également comme faisant partie d'un patrimoine culturel universel. Et par ailleurs, alors, il y a ses écrits. Donc là, c'est sa vie. Et puis, il y a ses écrits. Et dans ses écrits, dans la recherche, il y a de nombreux personnages qui sont désignés clairement comme juifs. Dans quelle mesure ces Swann, ces Bloch, cette famille Bloch, va-t-elle renforcer ou nous donner des indices sur la judéité de Proust ? C'est de l'ordre de l'interprétation, là, ce que je vous demande. Oui, bien sûr, mais il y a quand même une connaissance, et tous ces personnages, c'est comme un kaléidoscope. Chacun représente une facette particulière, des traits juifs, puisqu'à l'époque, il y a aussi beaucoup de stéréotypes autour des physiques des juifs, de leur caractère. Et en même temps, on voit que cette vision est très mouvante, puisqu'il y a un renversement, comme dans l'histoire d'Esther, puisque Swann, qui incarne le juif très intégré dans la société, va revenir vers la religion de ses pères, écrit Marcel Proust. Donc c'est très clair, il revient vers le judaïsme au moment où il est très malade, où il va mourir. Tandis que Bloch, qui lui appartient à une famille juive avec tous les préjugés aussi que met en scène Marcel Proust autour de cette famille assez bruyante, avec des personnages comme Bloch qui passe pour quelqu'un de mal élevé, qui est très maladroit dans les salons de l'aristocratie. Et Bloch, lui, va se convertir et va changer de nom et va devenir Jacques Durosier. Et malgré tout, le message de Proust, c'est que toute conversion réussie, est susceptible à tout moment d'être démasquée. Et c'est ce qu'il redoutait aussi pour lui-même.
Il en parle assez tôt avec sa mère. Alors vous diriez que Proust est davantage Swann que Bloch? Il est un petit peu les deux. Et c'est ça justement qui est intéressant, c'est que cette définition, elle est complexe et l'exposition ne va pas trancher du tout. Mais oui, là vous devancez ma dernière question, mais on ne peut pas trancher évidemment. Par contre, je vous ai entendu dire que Proust lui-même détestait qu'on lui rappelle sa judéité. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que c'est une question d'époque, de mœurs à l'époque, fin 19e siècle, peut-être qu'on est mal à l'aise avec cette identité-là, ou bien est-ce que c'est très personnel? Je pense que c'est très personnel. Je crois qu'il ne voulait surtout pas que ça devienne public, parce qu'il était quand même dans une situation un petit peu ambiguë. Les parents de Proust avaient décidé à la naissance des enfants, ils avaient sûrement parlé même de ce sujet avant de les faire baptiser. Donc Proust le dit, je suis baptisé, donc je suis catholique comme mon père, comme mon frère. Oui. Mais en même temps, ma mère est juive, donc moi aussi je le suis. Et il ne voulait surtout... Et d'ailleurs, il s'en est expliqué bien plus tard. Justement, il dit, je n'ai pas répondu aux attaques antisémites parce que j'aurais dû dire que je n'étais pas juif et je ne le voulais pas. Donc, il y a, j'en suis et je n'en suis pas. Je suis juif et je ne suis pas juif. Mais tout ça cohabitait très bien chez lui. Simplement, les prises de position publiques l'embarrassaient. Eh bien, on se fera une idée lors de la visite au musée d'art et d'histoire du judaïsme. C'est une exposition jusqu'au 28 août. Marcel Proust, du côté de la mer. J'étais très heureuse de vous recevoir, chère Isabelle Kahn. Vous êtes la commissaire d'exposition et vous êtes, je cherche tout de suite votre titre, conservatrice générale honoraire des peintures au musée d'Orsay. À très bientôt sur notre antenne. Merci beaucoup, Léa.